Lorsque les 14 bergers allemands de l'unité cynophile entrèrent dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Merci, personne ne s'attendait à autre chose qu'une simple ronde de sécurité. Une inspection de routine, un protocole parmi tant d'autres. Mais en quelques secondes, tout bascula. Les chiens s'arrêtèrent net, un par un. Puis ils firent quelque chose d'absolument inédit. Ils abandonnèrent leur maître. Ils ignorèrent les ordres. Et comme guidés par une force invisible, ils encerclèrent le lit d'une jeune fille inconsciente. Leur respiration se synchronisa, leurs regards se figèrent, et pour la première fois de leur carrière, 14 chiens policiers refusaient d'obéir aux humains. Ce que ces chiens voyaient, ou plutôt sentaient, n'apparaissait sur aucun écran. Aucun test sanguin ne l'indiquait, aucun médecin ne l'avait détecté. Pourtant, quelques minutes plus tard, une découverte glaçante allait révéler que la jeune fille était en train de mourir. Non pas de sa maladie, mais du traitement censé la sauver. Pourquoi ces chiens ont-ils compris avant tout le monde? Qu'est-ce qu'ils ont détecté que la médecine moderne avait totalement manqué? Et surtout, que se serait-il passé si personne ne les avait écoutés? Restez bien jusqu'à la fin, car cette histoire vraie remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la médecine, l'instinct et le lien entre l'homme et le chien. Avant de continuer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Les 14 bergers allemands avancèrent dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Merci comme un seul organisme vivant. Leur respiration synchronisée formait un rythme ancien, presque tribal, qui fit parcourir un frisson le long de la colonne vertébrale du docteur William Harper. Aucun aboiement, aucun ordre suivi. Tous les chiens policiers de l'unité cynophile de la ville venaient d'abandonner leur ronde de sécurité pour encercler le lit d'une jeune fille inconsciente de 18 ans. « Rex au pied !» ordonna l'agent Daniel Brooks d'une voix ferme. Mais son partenaire de 7 ans ne bougea pas d'un millimètre. Il n'orienta même pas une oreille. À la place, le berger posa délicatement son museau contre la ligne de perfusion de la jeune fille, ses yeux ambrés fixés sur quelque chose d'invisible à l'œil humain. Atlas, le plus âgé du groupe, commença à gratter le dossier médical suspendu au rail du lit. Les autres formèrent un cercle parfait, leur corps tendu par une urgence qui dépassait l'entraînement. L'infirmière-chef Eleanor Finch étouffa un cri lorsque Nova renversa le plateau de médicaments, projetant des fioles sur le sol stérile. Puis le docteur Harper le vit. Coincé entre les mâchoires d'Atlas, arraché de sous l'oreiller de la patiente, un flacon de prescription vide portant le nom de quelqu'un d'autre. L'après-midi d'automne baignait le 3e étage de l'hôpital Saint-Merci de Bande Dorée, lorsque l'agent Daniel Brooks guida l'unité cynophile pour leur inspection mensuelle. Nous étions le 21 octobre 2024, il était exactement 14h42. Une patrouille de routine, déclenchée après plusieurs signalements d'intrusion non autorisés dans le service de soins intensifs. Daniel tenait la laisse de Rex sans tension, comme toujours. 7 années de travail commun avaient forgé une confiance absolue. Derrière lui, 13 autres maîtres chiens avançaient en formation, chacun accompagné de son berger allemand, Nova avec l'agent Ramirez, Atlas avec le sergent Liu, Ghost avec l'agent Turner, Orion, Blaze, Echo, Storm, l'élite cynophile de la police municipale. Le claquement régulier des griffes sur le linoléum formait une percussion familière presque rassurante à laquelle le personnel soignant s'était habitué au fil des inspections. Le pelage noir et feu de Rex brillait sous les néons, sa respiration était stable, professionnelle. Rien ne sortait de l'ordinaire. Vérification des stocks de médicaments, contrôle des sorties de secours, inspection des protocoles pour patients à risque. Une routine parfaitement huilée. Puis, en passant devant la chambre 318, tout changea. Le corps de Rex se raidit instantanément. Ses muscles se contractèrent sous son pelage, ses narines se dilatèrent alors qu'il analysait des milliers de molécules odorantes racontant une histoire que personne d'autre ne pouvait lire. Daniel sentit la laisse se tendre, mais ce n'était pas l'alerte habituelle liée à des stupéfiants ou à des explosifs. C'était autre chose, quelque chose de plus profond. Rex avait réagi avec cette même intensité lorsqu'il avait retrouvé des enfants disparus. Lorsqu'il avait localisé des survivants sous des décombres là où les capteurs thermiques n'indiquaient plus aucune vie. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura Daniel. Mais Rex pivotait déjà, sa tête majestueuse se tournant vers la chambre 320. Et comme une réaction en chaîne inversée, les autres chiens s'arrêtèrent, Nova se figea en plein pas. «
Atlas, malgré ses 9 ans et son museau grisonnant, se redressa avec la vigilance d'un chiot en formation. Ghost, Echo, Storm, Blaze, 14 chiens parfaitement disciplinés, unis soudainement dans leur concentration sur une seule pièce. Daniel avait vu beaucoup de choses en 15 ans de service cynophile, mais jamais cela. Les chiens n'étaient pas en alerte selon leurs codes habituels. Ils répondaient à quelque chose de plus ancien que le conditionnement. Un instinct de meute confronté à un mystère médical. À travers la petite vitre de la porte, Daniel aperçut une jeune femme immobile sur un lit médicalisé, relié à des machines. Une femme plus âgée était assise à ses côtés, la tête baissée, les doigts entrelacés avec ceux de sa fille. Une scène banale, tragiquement familière dans tous les hôpitaux du pays. Rien qui, en apparence, aurait dû attirer 14 chiens policiers comme des aimants. Rex avança le premier, lentement, avec la démarche solennelle d'un loup approchant quelque chose de sacré. Sa respiration avait changé, plus profonde, plus lourde de sens. Daniel relâcha instinctivement la tension sur la laisse. Il faisait confiance à Rex, même quand la logique protestait. Atlas suivit, puis Nova. Les autres s'engouffrèrent derrière eux comme de l'eau franchissant une écluse ouverte. Ils n'avaient ni précipitation ni agitation, ils se déplacèrent avec la grâce coordonnée d'un seul être. Leur énergie habituelle avait disparu, remplacée par quelque chose de grave, presque cérémoniel. « Brooks ! Qu'est-ce qui se passe ?» murmura le sergent Liu. Daniel secoua lentement la tête. Il n'avait pas de réponse. À travers les opérations anti-drogue, les missions de recherche, les scènes de crime et les pistes froides, Rex ne s'était jamais comporté ainsi. Le berger poussa la porte de la chambre 320 du museau. Le loquet n'était pas complètement enclenché. Il entra, les autres suivirent. Le tintement de leurs médailles résonna comme un carillon métallique. Daniel observa, figé, alors qu'il se disposait autour du lit de la jeune femme dans un cercle parfait. Un rempart vivant, un geste ancestral, la manière dont une meute protège un membre blessé. Mais la jeune femme ne faisait pas partie de leur meute. Elle s'appelait Lily Anderson, 18 ans, étudiante de première année dans une université locale. Elle s'était effondrée dans sa résidence 4 jours plus tôt, victime d'une crise inexpliquée. Depuis, elle ne s'était pas réveillée. Rex se positionna près de sa tête, le museau à quelques centimètres de la perfusion. Atlas prit place près de ses pieds. Nova et Ghost sur les côtés. Les autres comblèrent chaque espace, créant un cercle ininterrompu de vigilance et de loyauté autour d'une inconnue. Daniel entra dans la chambre. Le bruit de sa botte résonna faiblement. Aucun chien ne lui accorda un regard. Toute leur attention était tournée vers Lily. Rex respirait lentement, analysant la ligne de perfusion, la poche de médicaments, l'air même autour du lit. Sa respiration s'accorda peu à peu à celle, faible, de la jeune fille. Comme s'il cherchait à lui transmettre quelque chose. « Monsieur, vous ne pouvez pas !» commença une voix depuis le couloir. Daniel se retourna. Une infirmière venait d'apparaître, son irritation se transformant en stupéfaction face à la scène. Derrière elle, le docteur William Harper s'arrêta net. « Ils savent quelque chose », dit Daniel sans réfléchir. « En 15 ans, je ne les ai jamais vus faire ça. » Le soleil d'automne filtrait à travers les stores, illuminant l'insigne de Rex. Unité K9, police municipale. Mais à cet instant, il n'était plus un chien policier. Il était autre chose, quelque chose de bien plus ancien. Atlas leva lentement la tête et planta son regard ambré dans celui du docteur Harper. Le médecin recula d'un pas sans comprendre pourquoi. Dans ses yeux, il n'y avait ni défi, ni menace. Seulement un message clair, presque dérangeant. « Regardez mieux, nous voyons ce que vous ne voyez pas. » Puis Nova posa doucement sa patte sur l'abdomen de Lily, exactement à l'endroit où se trouvait le foie. Et le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle alarme. « Absolument pas !» s'écria soudain l'infirmière Eleanor Finch, sa voix claquant comme un fouet dans le calme artificiel de l'unité de soins intensifs. Son uniforme blanc se froissa lorsqu'elle s'avança d'un pas brusque, la colère et la peur entremêlées dans son regard. « Ces animaux ne peuvent pas être ici. Cet endroit doit rester stérile. Il y a des patients immunodéprimés, vous ne comprenez pas ?» Mais ces mots s'éteignirent aussitôt. Devant elle, les 14 bergers allemands respiraient d'un seul souffle, leur poitrine se soulevant et s'abaissant à l'unisson avec celle de Lily Anderson. Leur respiration formait une pulsation hypnotique, comme si la pièce tout entière battait au rythme du cœur de la jeune fille. Aucun ne remuait la queue, aucun ne clignait des yeux. Tous restaient concentrés sur elle, immobiles et graves.
Le docteur William Harper s'avança, l'autorité dans la voix, mais la curiosité dans les yeux. 52 ans, une carrière entière passée à démystifier le corps humain, et pourtant, il n'avait jamais rien vu de tel. Nova gardait sa patte posée sur l'abdomen de Lily, exactement là où le foie se trouvait sous la peau. Ses yeux étaient clos, son expression paisible, presque méditative. Elle semblait écouter une mélodie que seuls les chiens pouvaient percevoir. « Agent Brooks », dit lentement le médecin, le ton professionnel mais la voix légèrement tremblante. « Je dois vous demander de retirer ces animaux immédiatement. Quelle que soit votre intuition, elle n'a pas sa place ici. »« Docteur », l'interrompit Daniel d'un ton calme mais ferme. « Rex a trouvé 47 caches de drogue que nos équipements avaient ratées. Il a localisé 12 personnes disparues, dont 3 enfants piégés sous des débris que les capteurs thermiques n'avaient pas détectés. L'année dernière, il a alerté sur une fuite de gaz dans une école primaire 21 minutes avant les détecteurs. 300 gamins sauvés. Le bruit discret de la climatisation accompagna le silence qui suivit. La température baissa légèrement, faisant frissonner Grace Anderson, la mère de Lily, assise dans son fauteuil. Ses yeux, rougis par les pleurs, s'étaient soudain éclairés. Pour la première fois depuis 4 jours, une étincelle d'espoir traversa son regard. « Laissez-les » murmura-t-elle d'une voix brisée mais pleine de foi. « S'il vous plaît, laissez-les rester. » Ce simple mot « s'il vous plaît » portait le poids de toutes les prières qu'elle avait adressées à un ciel muet depuis que sa fille s'était effondrée. Le docteur Harper hésita, ses doigts s'approchant de Rex par réflexe avant de se raviser. Son cerveau rationnel, forgé à Johns Hopkins, criait à l'absurdité. Mais son instinct, ce vieux fragment d'humanité qu'aucun diplôme ne remplace, lui chuchotait autre chose. Atlas, le doyen, leva son museau argenté vers lui. Son regard n'avait rien d'humain, mais il contenait une profondeur qui fit chanceler les certitudes du médecin. Ce regard disait tout, vous n'avez pas besoin de comprendre, seulement d'écouter. Il liste quelque chose que nous ne voyons pas, souffla Daniel. Les autres agents cynophiles entrèrent alors, créant un cercle d'humains autour du cercle des chiens. Ce qui aurait dû être une scène chaotique ressemblait à une cérémonie. Chaque maître se tenait en retrait, main lâche, sur les laisses devenues inutiles. Les chiens avaient pris le commandement. Echo, une jeune femelle au pelage noir luisant, se coucha lentement au sol, ventre contre le carrelage glacé. Un à un, les autres l'imitèrent, certains assis, d'autres allongés, mais tous gardaient leur position autour du lit. Le cercle était si parfait qu'on aurait cru à une chorégraphie millimétrée. Sauf qu'aucun humain ne l'avait dirigé. Le docteur Harper fit défiler les examens de Lily sur sa tablette. 4 jours de résultats et d'analyses qui n'expliquaient rien. Scanner normal, tension stable, électroencéphalogramme flou, diagnostic temporaire, crise convulsive d'origine indéterminée. Pourtant, tout chez ces chiens criait que le danger venait d'ailleurs. Un bruit interrompit sa lecture, un son léger, presque musical. Les 14 chiens venaient de tourner la tête exactement au même instant, fixant tous le même point, la perfusion. La ligne de plastique qui reliait la poche de liquide transparent au bras de Lily. Leur mouvement, si parfaitement coordonné, fit reculer l'infirmière Finch d'un pas. « Ce n'est pas possible !» balbutia-t-elle. « Ils n'ont pas pu s'entraîner à faire ça !»« Ils ne l'ont pas fait !» répondit Daniel à voix basse. « Ils nous parlent !» Grace Anderson se leva lentement, ses genoux craquant après 3 jours, assise sans dormir. Elle posa sa main tremblante sur la tête de Rex. Le berger ne bougea pas, ne la regarda même pas, mais elle sentit un lien invisible passer entre eux. Un message silencieux. « Tu n'es pas seule. » Quand Lily avait 5 ans, dit-elle soudain d'une voix plus claire, elle s'est perdue dans un parc. On l'a cherchée pendant 3 heures. Quand on l'a retrouvée, elle dormait sous un vieux pont, blottie contre un chien errant. Le chien l'avait gardée au chaud. Elle m'a dit plus tard qu'il lui avait promis que tout irait bien. Le docteur Harper serra sa tablette. Il voulait rejeter tout cela comme une superstition. Mais au fond, il savait que certaines guérisons échappent à la science. Ghost, un grand mâle au regard hétérochrome, s'avança vers le chariot de médicaments de l'infirmière Finch. Il s'assit juste devant, immobile, son regard fixé sur les fioles et seringues. « Quels sont les traitements qu'elle reçoit ?» demanda Daniel, ses yeux toujours rivés sur Rex. Le docteur Harper consulta le dossier. Solution hydratante, anticonvulsivant, sédatif léger pour stabiliser les crises, rien d'inhabituel. Mais Atlas se leva. Avec la lenteur majestueuse d'un vétéran, il s'approcha du petit meuble à côté du lit et posa une patte dessus. Puis il regarda le médecin, puis le meuble, puis à nouveau le médecin. Le message était clair. « Ouvre !» L'infirmière hésita, puis s'exécuta.
À l'intérieur, derrière un sac à dos et quelques effets personnels, 3 flacons de médicaments. Elle les prit, lut les étiquettes et blêmit. Aucun n'était au nom de Lily Anderson. Ce sont les prescriptions d'Emily Rogers, sa colocataire, des benzodiazépines, de l'Ambien et, elle s'interrompit, ses doigts tremblant sur le 3e flacon, des pilules de caféine concentrées. Le sang quitta son visage. Mélangé avec les sédatifs qu'on lui donne, Rex releva la tête et émit un gémissement grave, long, vibrant. Ce n'était ni un cri de peur ni de douleur, mais d'alerte. Un son qui fendit la pièce comme une lame. Le docteur Harper arracha les flacons des mains de l'infirmière et les examina. Son esprit médical se mit en marche à toute vitesse. C'est une combinaison toxique. Le foie ne peut pas métaboliser ce mélange. Il faut lancer une analyse toxicologique complète. Vite! Prélever du sang et tester tout. Médicaments, suppléments, même les produits en vente libre. Et stopper tous les traitements sauf l'hydratation. Maintenant, l'infirmière s'exécuta sans discuter. Atlas reprit sa place au pied du lit, son corps tendu d'urgence. Nova appuya plus fort sa patte sur l'abdomen de Lily, comme pour avertir que le temps jouait contre eux. Grace Anderson étouffa un cri en remarquant une légère teinte jaune apparaître sur la peau de sa fille. L'ombre du doute laissa place à la peur pure. Le docteur Harper se pencha sur Lily, observant le léger changement de couleur sur sa peau, la fine teinte dorée qui commençait à se dessiner sous la lumière stérile. « Son foie est en train de lâcher », murmura-t-il, le souffle court. Atlas, fidèle à sa position de sentinelle, s'approcha du support à perfusion et effleura de son museau le point d'insertion de l'aiguille dans le bras de la jeune fille. Il resta immobile quelques secondes, puis leva lentement ses yeux vers le médecin. Son regard disait tout, le problème est ici. Le docteur Harper s'agenouilla, son dos craquant sous la tension. 52 ans de médecine, mais c'était la première fois qu'il sentait l'humilité s'imposer à lui aussi violemment. Il examina la perfusion, le débit, la couleur du liquide. Tout semblait normal. Et pourtant, il pouvait sentir, presque physiquement, qu'Atlas avait raison. « Margaret », appela-t-il d'une voix tendue, « faites une analyse complète. Je veux un prélèvement du sang, des urines et du liquide de perfusion. Vérifiez tout. Les benzodiazépines, la zolpidem, la caféine, tout ce qui pourrait interagir. » L'infirmière hocha la tête et s'exécuta, concentrée comme jamais. Les chiens ne bougeaient pas. Leurs yeux suivaient chacun de ses gestes. Lorsqu'elle piqua dans le bras de Lily, Rex se redressa, puis se détendit à nouveau, comme pour approuver la manœuvre. L'atmosphère dans la chambre avait changé, plus dense, plus solennelle. Daniel sentit Rex relâcher légèrement la tension musculaire. Le berger semblait enfin respirer plus librement, comme si l'urgence extrême s'était transformée en attente vigilante. Les autres chiens imitèrent de son calme. Echo s'allongea sur le carrelage, le museau posé entre ses pattes. Storm et Blaze s'assirent près de la porte, gardiens silencieux. Nova resta à sa place, patte toujours sur l'abdomen de la jeune fille, comme si elle mesurait le passage invisible du poison. Le soleil d'automne poursuivait sa descente, ses rayons dessinant des lignes d'or sur le sol. L'ambiance devenait presque religieuse. Nova, baignée dans cette lumière, paraissait incandescente. Grace Anderson, assise près du lit, regardait les chiens comme on regarde un miracle. Sa main caressait machinalement le dos de Rex, cherchant la chaleur du vivant. « Madame Anderson, demanda doucement le docteur Harper, parlez-moi d'Emily Rogers, la colocataire de votre fille. » Grace cligna des yeux tirés de sa transe. « Emily, c'est une bonne fille. Sérieuse, prépa médecine. Elle aide Lily à réviser la chimie. Elles se sont bien entendues dès le départ. Emily est du genre studieuse, un peu trop peut-être. Elle veille tard, souvent jusqu'à 3 ou 4 heures. Lily prenait-elle quelque chose pour dormir? Non, enfin, pas que je sache. Elle m'a dit qu'Emily lui avait donné un supplément naturel, de la mélatonine, je crois. Atlas dressa les oreilles à ce mot, comme s'il comprenait. Le sergent Liu remarqua la réaction de son partenaire et sortit immédiatement son téléphone. « Je vais prévenir les agents du campus, qu'ils fouillent la chambre de Lily. On veut chaque flacon, chaque comprimé, même les vitamines. » Quelques minutes plus tard, une silhouette apparut à la porte. Jeannette, la bénévole de thérapie canine, accompagnée de son golden retriever, Honey. Elle s'arrêta net en découvrant la scène. 14 bergers allemands en cercle autour d'un lit, une jeune fille inconsciente et un silence qui semblait sacré. « En 15 ans de service, souffla-t-elle, je n'ai jamais vu une telle chose.
Honey, pourtant étrangère à cette meute, s'assit calmement à l'entrée de la pièce. Elle ne remuait pas la queue, ne faisait pas un bruit, comme si elle comprenait. Le téléphone du docteur Harper vibra. Résultat préliminaire. Il les lut à voix haute, sa voix oscillant entre incrédulité et horreur. Benzodiazépine, faible trace, mais présente, zolpidem également. Et il s'interrompit, les yeux écarquillés. Des niveaux de caféine proches de la toxicité. Grace écarquilla les yeux. Mais elle ne boit pas de café, elle dit que ça la rend nerveuse. Les chiens bougèrent de presque en même temps. Rex redressa la tête, ses oreilles se dressant. Atlas tourna son regard vers le petit meuble où se trouvaient encore les effets personnels de Lily. Il s'approcha, posa sa patte sur un petit sac transparent oublié au fond du tiroir. De simples comprimés blancs semblables à des vitamines. Daniel prit le sac. Ces pilules ne sont pas étiquetées. Le docteur Harper les examina. Probablement de la caféine sous forme concentrée, mélangée avec des sédatifs. Il déglutit. Ce cocktail aurait pu tuer n'importe qui. Émilie l'empoisonnait, souffla Grace, les larmes montant. Non, répondit le médecin d'une voix douce. Pas consciemment. Elle essayait sûrement d'aider. Des benzodiazépines pour dormir, de la caféine pour étudier, de l'ambien pour les nuits blanches, mais le foie de Lily ne pouvait pas tout encaisser. Un gémissement monta du cercle des chiens. Nova, toujours à son poste, poussa un son plaintif, déchirant. Le docteur Harper comprit immédiatement. « Testez les enzymes hépatiques, tout de suite », ordonna-t-il. L'infirmière sortit en courant. Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que le souffle régulier des 14 chiens. La lumière de fin d'après-midi baignait la chambre d'une teinte dorée. Les chiens, immobiles, semblaient attendre un verdict que seuls leurs instincts connaissaient déjà. Quelques minutes plus tard, Eleanor Finch revint, pâle comme un drap. « Docteur !» Le foie est en train de céder. « Comment ces chiens savaient-ils » Harper n'eut pas le temps de répondre. Nova tremblait légèrement, sa patte toujours posée sur le ventre de Lily. Atlas se redressa et se plaça à ses côtés, ses yeux fixés sur le médecin. Leur regard semblait dire « Faites vite, il reste peu de temps ». La lumière du soleil s'adoucit, entrant à travers les stores en fines lames dorées. Les 14 bergers se tenaient désormais dans une immobilité parfaite, comme figés dans le rôle que l'univers leur avait confié. Des sentinelles venues d'un autre âge, des anges à 4 pattes. Le temps sembla se distordre dans la chambre 320. Chaque seconde pesait comme une minute entière, et chaque respiration de Lily devenait un événement que tout le monde guettait. Atlas s'avança de nouveau, ignorant les moniteurs, les écrans, les chiffres clignotants. Il alla droit à la perfusion, posa son museau froid contre le point exact où l'aiguille entrait dans la peau, resta immobile 3 longues secondes, puis se recula lentement. Ensuite, il leva les yeux vers le docteur Harper. Ce n'était ni une supplication, ni un ordre. C'était une certitude. Le problème venait de là, de ce qui entrait encore dans son corps. Le médecin inspira profondément. « Arrêtez immédiatement toutes les médications », dit-il d'une voix ferme. « Rien d'autre que des fluides basiques. Pas 1 milligramme de plus tant que nous n'avons pas une vue complète. » Eleanor Finch hésita une fraction de seconde, puis hocha la tête. Toute son expérience lui criait que c'était contraire au protocole, mais quelque chose de plus puissant venait de s'imposer. Les chiens ne protestaient plus. Ils observaient, ils attendaient que les humains rattrapent enfin leur retard. Grace Anderson sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit lourdement sur la chaise, le souffle court. Donc, tout ce qu'on lui donnait pour l'aider la tuait ? Involontairement, oui, répondit Harper. Son foie était déjà saturé. Chaque dose supplémentaire était un coup de plus. Un silence pesant tomba. Puis, presque imperceptiblement, Rex se déplaça. Il quitta sa position près de la tête de Lily pour venir se placer contre la jambe de Grace. Il s'appuya doucement contre elle, offrant son poids, sa chaleur. La mère posa instinctivement sa main sur son dos. Elle se mit à pleurer sans bruit, secouée de sanglots muets. Dans le cercle, quelque chose changea. Les chiens commencèrent à se détendre très légèrement. Pas assez pour abandonner leur mission, mais suffisamment pour signaler qu'une première bataille venait d'être gagnée. Echo s'étira lentement. Storm bâilla. Blaze posa sa tête sur ses pattes, toujours face au lit. Le téléphone du sergent Liu vibra. Il répondit à voix basse, s'éloigna de quelques pas puis revint, le visage fermé. Les agents du campus sont dans la chambre universitaire. Ils trouvent des carnets, des notes. Emily Rogers notait tout. Les doses, les horaires, les effets. Le docteur Harper ferma les yeux une seconde. Elle croyait bien faire, murmura-t-il. Une approche scientifique, sans comprendre les limites biologiques.
Nova émit un léger gémissement, presque de la compassion, comme si elle comprenait l'erreur humaine mieux que quiconque. À cet instant précis, un détail attira l'attention de Daniel. La respiration de Lily, elle était toujours faible mais différente, moins saccadée, plus profonde. Rex l'avait sentie avant lui. Le berger leva la tête, inspira lentement, puis se rassit. Un signal discret, mais clair, quelque chose s'améliorait. « Regardez », dit Eleanor Finch en consultant les moniteurs. Sa saturation en oxygène remonte. Les chiffres n'étaient pas spectaculaires, rien qui justifie une célébration. Mais les chiens, eux, le savaient déjà. Atlas retourna se poster au pied du lit, mais son corps n'était plus aussi tendu. Nova allégea légèrement la pression de sa patte sans la retirer complètement. Le soleil descendait lentement vers l'horizon, inondant la chambre d'une lumière plus chaude, presque apaisante. Grace, toujours adossée à Rex, leva les yeux vers sa fille. « Tiens bon, mon cœur », murmura-t-elle. Dans le couloir, des pas pressés résonnèrent, une infirmière apporta un ordinateur portable. « Les images de vidéosurveillance », expliqua-t-elle, « des visites d'Emily. » Ils regardèrent l'écran. Emily Rogers apparaissait entrant discrètement dans la chambre de Lily, tard le soir. Elle parlait, souriait, ajustait l'oreiller, mélangeait des comprimés écrasés dans du jus. Toujours avec douceur, toujours avec l'air de quelqu'un qui pensait aider. Grace détourna les yeux, le cœur serré. Elle l'aimait vraiment. « L'amour sans compréhension peut être dangereux », répondit doucement Harper. Dans le cercle, Atlas leva brièvement la tête vers l'écran, puis la reposa. Le passé n'avait plus d'importance. Seul comptait le présent, et la nuit qui approchait. Lorsque la lumière du jour s'éteignit complètement, les néons prirent le relais. Les chiens ajustèrent leur position, presque comme s'ils se préparaient à une longue garde. Aucun ne donna l'impression de vouloir partir. Aucun ne demanda à manger ou à sortir. Ils avaient décidé de rester. Et tous, humains comme chiens, comprirent alors une chose essentielle. Ce n'était que le début de la nuit la plus longue. La nuit tomba complètement sur l'hôpital Saint-Merci, enveloppant le 3e étage d'un silence particulier, celui qui n'existe qu'entre deux urgences. Les bips lointains des moniteurs, le chuintement régulier des ventilations, les pas feutrés du personnel de nuit, tout semblait ralenti, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Dans la chambre 320, pourtant, quelque chose restait intensément vivant. Les 14 bergers allemands maintenaient leur cercle, désormais moins rigide, mais toujours parfaitement organisé. Ce n'était plus une alerte immédiate, c'était une veille, une garde ancienne, patiente, déterminée. Eleanor Finch avait officiellement terminé son service, mais elle était toujours là, assise dans un coin, un gobelet de café froid entre les mains, incapable de quitter la pièce. « J'ai vu des patients mourir malgré tous les protocoles », murmura-t-elle à voix basse, et d'autres guérir sans explication. Mais jamais, jamais des chiens empêchaient un traitement qui aurait tué quelqu'un. Le docteur Harper acquiesça lentement. Lui non plus n'arrivait pas à partir. Il avait appelé chez lui pour prévenir qu'il ne rentrerait pas avant longtemps. Certaines nuits ne se quittent pas. Le changement d'équipe eut lieu peu avant 23 heures. Patricia Moore, infirmière de nuit depuis plus de 20 ans, entra dans la chambre et s'arrêta net. Elle avait entendu l'histoire lors du briefing, mais la voir de ses propres yeux était autre chose. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « On dirait un rituel. » Daniel esquissa un sourire fatigué. « Appelez ça comme vous voulez, mais ils savent ce qu'ils font. » Patricia hocha la tête sans discuter. Elle avait appris depuis longtemps que certaines vérités ne s'enseignaient pas dans les manuels. Les maîtres chiens s'organisèrent discrètement. Un système de rotation silencieux se mit en place. 2 par 2, ils sortaient brièvement pour permettre à leurs partenaires de faire leurs besoins, de boire un peu d'eau, puis revenaient aussitôt. Jamais moins de 12 chiens ne restaient dans la chambre. Étrangement, aucun ne semblait réellement fatigué, comme si leur corps avait compris l'importance de la mission et s'était adapté. Vers minuit, Grace Anderson glissa lentement du fauteuil au sol. Son dos ne la soutenait plus. Rex se leva immédiatement, se plaça derrière elle et se coucha de façon à lui offrir un appui chaud et solide. Elle s'adossa contre lui, les larmes coulant sans bruit. « Merci », murmura-t-elle sans savoir vraiment à qui elle s'adressait. Au chien, à l'univers ou aux deux. À 0h47, Nova émit un léger gémissement. Tous les chiens levèrent la tête, leurs oreilles se dressèrent, leurs narines frémirent. Le docteur Harper se redressa immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, le cœur accéléré. Les moniteurs affichaient pourtant une stabilité relative. Mais les chiens n'observaient pas les écrans. Ils observaient Lily, son odeur, sa respiration.
les micro-changements que personne d'autre ne percevait. Atlas se leva lentement et s'approcha du visage de la jeune fille. Il inspira profondément près de sa bouche, puis recula. Son corps ne s'était pas tendu. Au contraire, il inclina légèrement la tête. Un signal subtil, mais suffisant. « C'est différent », murmura Daniel. « Il dit que quelque chose évolue. » Harper déglutit. Dans le bon sens, Atlas s'assit, calmement, comme un vieil enseignant qui confirme une hypothèse. Les heures passèrent ainsi. Une attente suspendue, presque irréelle. Grace se mit à fredonner, d'abord inconsciemment, puis plus clairement. Une vieille berceuse qu'elle chantait à Lily lorsqu'elle était bébé. Sa voix était faible, parfois brisée, mais elle persistait. Étrangement, les chiens réagirent. Leurs queues se mirent à bouger très légèrement, pas en signe d'excitation, mais comme si le rythme les apaisait. Rex posa doucement sa tête sur la cuisse de Grace. Nova ferma les yeux, sans retirer sa patte de l'abdomen de Lily. Vers 3 heures du matin, quelque chose se produisit. Patricia, qui observait discrètement depuis le fond de la pièce, plissa les yeux. « Attendez !» Ses doigts, tous se tournèrent vers le lit. Les doigts de Lily venaient de bouger. À peine, un frémissement, mais réel. Atlas le vit avant tout le monde. Sa queue frappa doucement le sol, une fois, puis 2. Les autres chiens se redressèrent légèrement, sans rompre le cercle. Pas encore, pas tout à fait. « C'est trop tôt », murmura Harper. Mais il consulta les constantes. Rien d'alarmant. Au contraire, les chiffres semblaient lentement s'aligner du bon côté. « Continuez comme ça ?» dit-il, plus pour se rassurer que pour donner un ordre. On ne change rien. À 4 heures du matin, les résultats des nouvelles analyses arrivèrent. Harper les lut, seul d'abord, puis releva la tête, les yeux brillants. Les enzymes hépatiques baissent, pas assez, mais elles baissent. Un souffle collectif parcourut la pièce. Les chiens, eux, n'avaient pas attendu les chiffres. Luna, jusque-là immobile, se leva, étira lentement ses pattes, puis se rassit. Un signal clair, le pire était peut-être passé, mais le danger n'était pas encore écarté. À l'extérieur, le ciel commençait à pâlir imperceptiblement. Cette heure étrange entre nuit et matin où tout semble possible. Les chiens le sentirent. Un à un, ils ajustèrent leur position, se rapprochant légèrement du lit. Non plus pour bloquer, mais pour accompagner. Comme si la mission entrait dans sa phase finale. Grace, épuisée, posa sa tête contre Rex et ferma les yeux quelques secondes. « Reviens-moi, mon cœur », murmura-t-elle, et dans ce murmure, il y avait moins de peur que d'espoir. Puis, juste avant l'aube, Luna retira lentement sa patte de l'abdomen de Lily pour la première fois depuis des heures. Elle aboya une seule fois, nette, claire. Tous les chiens se figèrent, le docteur Harper sentit son cœur s'emballer. « Regardez ses yeux », souffla Patricia. Sous les paupières closes de Lily, un mouvement, rapide, décidé. Le signe indiscutable que l'esprit cherchait le chemin du retour. La nuit venait de perdre. Et les chiens le savaient déjà. L'aube arriva sans bruit, comme si elle n'osait pas déranger ce qui se jouait dans la chambre 320. Une lumière pâle glissa à travers les stores, chassant doucement le bleu artificiel de la nuit. Les 14 bergers allemands se redressèrent presque simultanément. Pas dans la tension, dans l'anticipation. Ils savaient, avant les machines, avant les chiffres, avant les humains. La respiration de Lily changea. Ce n'était plus ce souffle contrôlé, mécanique, fragile. C'était un souffle irrégulier, désordonné, profondément humain. Comme quelqu'un qui réapprenait à habiter son propre corps. Le docteur Harper se figea, les yeux rivés sur les moniteurs. Son rythme, il devient autonome, murmura-t-il, incrédule. Les constantes confirmaient enfin ce que les chiens annonçaient depuis des heures. Atlas s'approcha lentement du visage de Lily. Il posa délicatement son museau près de sa joue, inspira longuement, puis recula. Sa queue se mit à battre doucement le sol, sans retenue cette fois. Rex, à l'autre bout du lit, fit de même. Les autres suivirent. Pas d'aboiement, pas d'agitation, juste cette certitude partagée. Le moment approchait. Grace sentit la main de sa fille bouger dans la sienne. Ce n'était plus un réflexe, c'était intentionnel. Elle se redressa brusquement, le cœur battant à tout rompre. « Lily, mon amour ?» Sa voix tremblait, mais elle était pleine de vie. Les doigts de Lily se refermèrent de faiblement. Une pression minuscule mais suffisante pour briser 4 jours de terreur. « Elle m'entend ?» souffla Grace, des larmes coulant librement. Le docteur Harper leva la main pour demander le calme. « Laissez-lui de l'espace, pas d'intervention, pas encore. » Pour la première fois de sa carrière, il savait que trop de médecine serait une erreur.
Les chiens ne bougeaient pas. Ils formaient toujours le cercle, mais un cercle différent, plus large, plus doux, comme si la barrière n'était plus contre la mort, mais autour de la vie qui revenait. À 6h19 exactement, Lily Anderson ouvrit les yeux. Ce fut lent, fragile, ses paupières frémirent d'abord, comme si la lumière était trop lourde à porter. Puis elles s'ouvrirent, dévoilant un regard encore voilé, mais présent. La première chose qu'elle vit ne fut ni sa mère, ni les machines, ni le plafond blanc. Ce furent 14 paires d'yeux ambrés, calmes, attentifs, bienveillants. « Maman !» murmura-t-elle d'une voix rauque, à peine audible. Grace éclata en sanglots et se pencha sur elle. « Je suis là, mon cœur !» Rex s'approcha du lit, posa son museau contre la main libre de Lily. Elle réussit à bouger légèrement les doigts, effleurant son pelage. Le berger frissonna, puis sa queue se mit à battre avec enthousiasme. Un à un, les autres chiens s'approchèrent, chacun à son tour, offrant un contact, une présence, un salut silencieux. Atlas posa une patte sur le rebord du lit et plongea son regard ancien dans celui de Lily. Il n'y avait aucune curiosité, seulement une reconnaissance, comme si elle était désormais des leurs. Le docteur Harper recula d'un pas, la gorge serrée. Il consulta les résultats reçus à l'instant sur sa tablette. « Les enzymes hépatiques chutent bien rapidement, dit-il d'une voix étranglée. Ce n'est pas censé aller aussi vite. » Eleanor Finch, restée toute la nuit, hocha la tête. Peut-être que parfois, le corps n'a besoin que d'arrêter d'être attaqué pour se souvenir comment guérir. Lily cligna des yeux, essayant de comprendre la scène irréelle autour d'elle. « Pourquoi il y a autant de chiens ?» murmura-t-elle faiblement. Daniel esquissa un sourire, les yeux humides. « Parce qu'ils ont refusé de te laisser partir. » Un silence chargé d'émotion emplit la pièce. Même les machines semblaient plus discrètes. Les chiens commencèrent à se détendre véritablement pour la première fois depuis leur arrivée. Certains se couchèrent, d'autres s'assirent, satisfaits. La mission était accomplie. À l'extérieur, le soleil montait doucement sur la ville encore endormie. Une nouvelle journée commençait. Pour l'hôpital, pour Lily, pour tous ceux qui venaient d'assister à quelque chose qu'aucune formation, aucun protocole, aucun diplôme ne leur avait jamais appris. 14 chiens avaient vu ce que la science n'avait pas su lire. Et cette fois, l'humanité avait eu la sagesse de les écouter. L'histoire de Lily Anderson se répandit plus vite que la lumière du matin qui filtrait à travers les vitres de l'hôpital. D'abord, ce furent les infirmières du service, incapables de garder pour elles ce qu'elles avaient vu. Puis un interne filmant discrètement les 14 bergers allemands allongés autour du lit d'une jeune fille qui venait de rouvrir les yeux. En moins de 24 heures, la vidéo fit le tour du pays. Les réseaux sociaux explosèrent. On parla de miracle de Saint-Merci, de meute divine, de chiens-anges. Pendant ce temps, dans la chambre 320, l'atmosphère restait incroyablement simple, presque intime. Les médecins entraient un à un, plus pour voir que pour intervenir. Lily, encore pâle, parlait à voix basse avec sa mère. Sa main ne quittait pas le pelage chaud de Rex. Nova, couchée au pied du lit, gardait les yeux ouverts, sa respiration lente et régulière. Atlas, le plus vieux, dormait enfin. Son sommeil avait la tranquillité de celui qui a accompli sa mission. Le docteur Harper, lui, ne parvenait pas à détacher son esprit des données. Il consultait les analyses à répétition. Les enzymes hépatiques chutaient de façon spectaculaire. 3800 hier, 2100 à l'aube, maintenant 1500. Des chiffres qui défiaient toute logique médicale. Et pourtant, il les voyait s'afficher, ligne après ligne, indiscutables. À 8 heures du matin, le directeur juridique de l'hôpital fit irruption dans la pièce. Costume gris, mine sévère, portable à la main. Dr Harper, c'est devenu incontrôlable. CNN veut une déclaration. Les autorités sanitaires demandent des explications. Vous avez laissé des chiens interférer dans une procédure médicale. Harper leva les yeux, fatigué mais calme. Non, monsieur Blake, j'ai laissé la vie interférer dans la mort. Le juriste s'apprêtait à répliquer mais s'interrompit. Lily, éveillée, venait de tourner la tête vers eux. Sa voix était faible mais chaque mot était chargé d'émotion. S'il vous plaît, laissez-les rester. Son regard se posa sur Nova. Ils m'ont tenu ici, je le sais. Le silence qui suivit fut total. Même le juriste, d'abord inflexible, baissa les yeux. Les chiens n'avaient rien de menaçant. Ils étaient juste là, immobiles, présents. Et cette présence, inexplicablement, avait quelque chose de sacré. Les heures suivantes se déroulèrent comme dans un rêve éveillé. Le personnel soignant, d'abord incrédule, se mit à coopérer avec l'unité K9.
Les vétérinaires de la police vinrent vérifier l'état des chiens. Tous affichaient une stabilité physiologique parfaite, malgré plus de 20 heures d'attention continue. Pas de stress, pas d'épuisement, comme s'ils avaient puisé leur énergie dans celle de la jeune fille qu'ils avaient sauvée. Grace Anderson, enfin apaisée, prit un café brûlant dans la cafétéria avec Daniel Brooks. Le policier avait les traits tirés, mais un éclat nouveau dans les yeux. « Je crois qu'on vient de vivre quelque chose qu'on n'oubliera jamais, » dit-il. Elle hocha la tête. « Ma fille est vivante parce que vous avez cru en eux. » Il esquissa un sourire. « Parce que j'ai appris à écouter ceux qui ne parlent que pas. » Dans les jours qui suivirent, les médias s'emparèrent de chaque détail. On parla d'instinct, de biochimie, d'odeurs imperceptibles. Certains scientifiques proposèrent des explications, détection des phéromones du stress, sensibilité olfactive aux variations enzymatiques. Mais aucun modèle ne parvenait à justifier la coordination parfaite des 14 chiens, ni leur insistance sur la perfusion. Les journalistes filmaient les lieux, recueillaient les témoignages. Dans les reportages, on voyait toujours la même scène. Lily, souriante, encore faible, entourée de ses sauveurs à 4 pattes. Le docteur Harper donna une conférence de presse improvisée. Ces animaux ont réagi avant nos machines. Nous devons l'admettre, parfois, la science n'a pas encore les outils pour comprendre l'intelligence naturelle qui nous entoure. Le soir même, le conseil d'administration de l'hôpital adopta une motion inédite. Création d'un protocole expérimental intégrant les chiens d'assistance dans certaines unités de soins critiques. On l'appela le protocole Mercy. Pendant ce temps, dans la chambre 320, redevenue calme, Grace chantonnait encore la berceuse qu'elle murmurait la nuit précédente. Les chiens l'écoutaient, leurs oreilles bougeant au rythme doux de la mélodie. Lily, les yeux mi-clos, reprit le refrain faiblement. « Hush, little baby, don't say a word ». Le son était presque imperceptible. Mais pour tous ceux qui avaient veillé, c'était le plus beau des chants. Cette nuit-là, la ville d'Austin dormit un peu plus paisiblement. Les chiens avaient repris leur place dans les véhicules de police, mais quelque chose avait changé dans leur regard. Une mémoire ancienne venait de se réveiller. Et quelque part, dans le silence de l'hôpital, on aurait pu jurer entendre un souffle collectif, comme celui d'une meute invisible qui veillait encore. 6 mois plus tard, le printemps avait transformé la ville en une mosaïque de couleurs vives. Les arbres en fleurs bordaient les avenues et l'air tiède portait cette promesse particulière des lendemains possibles. Le 22 avril 2025, dès l'aube, quelque chose d'inhabituel se préparait au centre d'entraînement cynophile de la police municipale. Des tentes blanches avaient été dressées, des drapeaux flottaient doucement, et une foule silencieuse commençait à s'installer. Ce n'était pas une démonstration, ce n'était pas un exercice, c'était un hommage. Lily Anderson se tenait en coulisses, le cœur battant, les mains légèrement tremblantes. Elle n'était plus la jeune fille pâle allongée dans un lit d'hôpital. Elle respirait pleinement, riait même parfois trop fort, comme quelqu'un qui savoure chaque seconde. Une fine cicatrice marquait encore son bras, souvenir discret de la perfusion qui avait failli lui coûter la vie. Elle portait une robe simple, couleur crème, et autour de son cou pendait un petit pendentif en forme de patte, un cadeau de sa mère, un talisman. Grace Anderson, assise au premier rang, observait sa fille avec une émotion qu'elle ne cherchait même plus à dissimuler. Elle repensait à cette nuit interminable, à la chaleur du pelage de Rex contre son dos, au regard d'Atlas lorsqu'il avait refusé de bouger. Aujourd'hui, tout cela semblait à la fois lointain et incroyablement présent. Lorsque la cérémonie débuta, le silence se fit naturellement. 14 bergers allemands avancèrent en formation parfaite. Rex ouvrait la marche, suivi de Nova, Ghost, Storm, Blaze, Echo, Orion et les autres. Atlas, désormais officiellement à la retraite, marchait un peu plus lentement, mais avec une dignité qui imposait le respect. Le public se leva spontanément. Pas d'applaudissements bruyants, juste ce silence plein de reconnaissance. Le chef de la police prit la parole, évoquant des années de service, des vies sauvées, des missions dangereuses. Puis il s'interrompit, regarda les chiens et ajouta d'une voix plus douce « Mais ce jour-là, ils n'ont pas suivi un suspect. Ils ont suivi la vérité. » Lily monta alors sur l'estrade. Le micro amplifia légèrement sa respiration avant qu'elle ne parle. « Il y a 6 mois, commença-t-elle, les machines disaient que j'étais stable. Les protocoles disaient d'attendre. Mais ces 14 chiens ont vu autre chose. Ils ont senti que je disparaissais. Et ils ont refusé de me laisser partir. » Sa voix trembla, mais elle continua. Ils m'ont appris que l'instinct est aussi une forme d'intelligence, que parfois aimer quelqu'un, même un inconnu, suffit à changer son destin.
Un à un, les chiens reçurent une médaille spécialement conçue pour eux. Pas une décoration militaire classique, mais un symbole, une empreinte de pattes gravée dans un cercle, avec une seule inscription au dos, pour avoir écouté quand le monde doutait. Daniel Brooks accrocha celle de Rex avec une fierté discrète, caressant brièvement son encolure. Nova reçut la sienne sous les applaudissements, Atlas sous une ovation plus longue, presque émue. Parmi la foule, une jeune femme restait légèrement en retrait. Emily Rogers. Elle avait hésité à venir, longtemps. La honte, la culpabilité, la peur du regard des autres. Lily l'avait invitée elle-même, Emily avait changé. Ses traits étaient plus doux, moins tirés par l'angoisse. Elle suivait désormais une thérapie, avait changé d'orientation universitaire, s'intéressant à la psychologie et à la gestion du stress. Lorsqu'elle croisa le regard de Lily, cette dernière lui sourit simplement. Un sourire sans reproche, un pardon silencieux. Après la cérémonie, les barrières tombèrent. Les enfants s'approchèrent des chiens, les caressèrent, posèrent des questions. Les médias filmaient, mais sans voyeurisme cette fois. Quelque chose avait changé. On ne parlait plus de miracle, on parlait de lien, de cette frontière invisible entre l'humain et l'animal, plus fine qu'on ne le croyait. Le docteur William Harper observait la scène à distance. Il avait accepté un nouveau rôle au sein de l'hôpital. Directeur d'un programme pilote mêlant médecine traditionnelle et assistance animale. Il savait que certains collègues le jugeaient. Il s'en moquait. Chaque fois qu'il doutait, il se souvenait de la patte de Nova posée sur l'abdomen de Lily et de la certitude absolue dans le regard d'Atlas. À la fin de l'après-midi, lorsque la foule se dispersa, Lily s'assit dans l'herbe sous un grand chêne. Atlas vint se coucher près d'elle avec un soupir profond. Elle passa doucement la main sur son museau grisonnant. « Je commence des études vétérinaires à la rentrée », lui confia-t-elle à voix basse. « Pas pour soigner les animaux seulement, pour apprendre à écouter comme vous. » Le vieux berger ferma les yeux, paisible. Le soleil descendait lentement à l'horizon, colorant le ciel d'orange et de rose. Les chiens rejoignirent leur maître, un à un, mais aucun ne semblait pressé. Leur mission était accomplie, mais leur héritage, lui, ne faisait que commencer. Et quelque part dans le cœur de tous ceux qui avaient été témoins de cette histoire, une question persistait désormais, douce et dérangeante à la fois. Et si nous avions oublié d'écouter ce qui nous protège depuis toujours ? Les semaines qui suivirent la cérémonie ne ralentirent pas l'écho de ce qui s'était produit à l'hôpital Saint-Merci. Au contraire, l'histoire de Lily Anderson et des 14 chiens continua de circuler, mais elle changea de forme. Elle ne fut plus racontée comme un simple fait divers, extraordinaire, mais comme une question ouverte, presque dérangeante, dans les amphithéâtres de médecine, dans les écoles de police, dans les facultés de psychologie, on commença à en parler autrement. Non plus en demandant comment cela avait été possible, mais pourquoi personne ne l'avait vu avant eux. Le docteur Harper fut invité à intervenir lors de conférences médicales. Face à des salles pleines de praticiens chevronnés, il raconta la nuit où il avait volontairement désobéi aux protocoles écrits pour écouter une meute de chiens. Il ne romantisait rien, il ne parlait pas de miracle. Il parlait d'humilité. « Nous avons des machines capables de mesurer des milliards de paramètres », disait-il calmement. Mais nous oublions parfois que le corps humain parle aussi par des signaux que nous ne savons plus lire. Les chiens, eux, n'ont jamais cessé de les écouter. Les débats étaient vifs. Certains médecins parlaient de biais cognitifs, d'effets placebo, de coïncidences statistiques. D'autres, plus silencieux, se souvenaient de patients perdus malgré des examens parfaits. Et dans ces silences, quelque chose changeait. Daniel Brooks, lui, avait repris le service avec Rex. Les rondes continuaient, les interventions aussi. Mais leur relation avait évolué. Daniel n'était plus seulement un maître donnant des ordres, il observait davantage. Il laissait plus de place aux micro-signaux, aux hésitations, aux refus. Lors d'une intervention, quelques semaines plus tard, Rex refusa d'entrer dans un immeuble pourtant jugé sûr. Daniel l'écouta. Une fuite de gaz fut détectée peu après. Personne n'en parla officiellement. Mais Daniel sut que la leçon de Saint-Merci n'était pas unique. Elle était universelle. Lily, de son côté, reprenait doucement une vie normale. Les cours, les livres, les cafés entre amis, mais elle n'était plus la même. Elle disait parfois ressentir les choses plus intensément. Les silences, les regards, les présences. Elle faisait des cauchemars au début, des rêves peuplés de lumière blanche et de respiration synchronisée. Puis, avec le temps, ses rêves changèrent. Ils devinrent plus doux, toujours les chiens, toujours le cercle. Mais cette fois, elle n'était plus au centre. Elle était debout, parmi eux,
Emily Rogers suivait toujours sa thérapie. Elle acceptait enfin de parler de ce besoin incontrôlable d'aider, de réparer, de maîtriser. Elle comprenait maintenant que vouloir sauver quelqu'un sans l'écouter, c'était parfois une autre forme de violence. Lorsqu'elle écrivait dans son journal, ce n'était plus pour mesurer des doses ou des effets. C'était pour noter ses émotions, ses peurs, ses limites. Elle avait appris, douloureusement, que l'intention ne suffisait pas, que l'écoute devait précéder l'action. Le protocole Mercy, lui, entrait dans une phase expérimentale dans plusieurs hôpitaux. Pas pour laisser des chiens décider seuls, mais pour leur permettre d'alerter, de signaler, de questionner. Les premiers résultats furent troublants. Des infections détectées plus tôt, des déséquilibres métaboliques soupçonnés avant les analyses. Rien de spectaculaire, juste plus de vie stabilisées à temps. Les médias, toujours friands de sensationnel, tentèrent parfois de caricaturer le phénomène. Certains titres parlaient de chiens médecins, d'autres se moquaient. Mais le public, lui, semblait comprendre quelque chose de plus profond. Dans les commentaires, on lisait souvent la même phrase. « Mon chien a toujours su quand j'allais mal ». Comme si cette histoire avait réveillé une vérité enfouie dans des millions de foyers. Un soir d'été, Lily se retrouva seule sur le porche de la maison familiale. Les grillons chantaient, le ciel se teintait d'étoiles. Elle repensa à la question que le docteur Harper posait désormais à ses étudiants. « Quel signal êtes-vous en train d'ignorer parce qu'il ne rentre pas dans vos cases ?» Elle sourit tristement. Elle connaissait déjà la réponse. Trop souvent, on ignore ce qui ne crie pas, ce qui ne s'impose pas, ce qui ne fait pas de bruit. Au loin, un chien aboya, puis un autre, un écho familier, rassurant. Lily ferma les yeux. Elle savait désormais que le monde était rempli de messages silencieux, et que la vraie sagesse consistait peut-être simplement à apprendre à les entendre. Cette histoire n'était pas seulement celle d'une jeune fille sauvée, c'était celle d'un choix, celui de faire confiance à quelque chose de plus ancien que nos systèmes, de plus simple que nos théories, quelque chose qui, quand tout vacille, se contente de dire « non, pas encore », et la question demeurait suspendue dans l'air, prête à atteindre chacun de nous. Quand le moment viendra, écouterons-nous ? Les mois passèrent, et ce qui s'était produit à l'hôpital Saint-Mercy continua d'influencer bien au-delà des murs où tout avait commencé. Les étudiants en médecine citaient désormais l'affaire Anderson comme un cas d'étude, non pas pour sa dimension miraculeuse, mais comme exemple d'interdisciplinarité entre instinct et science. Les écoles vétérinaires, quant à elles, intégrèrent des modules sur la détection émotionnelle et biologique par les animaux. Un lien, longtemps intuitif, commençait à prendre forme dans les institutions. Et si l'intelligence n'était pas seulement une affaire d'analyse, mais aussi de ressenti, Lily Anderson, elle, commença ses études vétérinaires à l'Université du Texas. Elle travaillait dur, mais différemment des autres étudiants. Là où les autres cherchaient des formules, elle cherchait des signaux. Elle observait les respirations, les micro-mouvements, les hésitations. Elle ne regardait pas seulement les animaux, elle les écoutait. On disait d'elle qu'elle comprenait les chiens. En réalité, elle se souvenait de Rex, de Nova, d'Atlas et des 12 autres, de leur calme, de leur certitude, de leur confiance absolue dans quelque chose d'invisible, mais réel. Un matin, alors qu'elle participait à un stage dans une clinique rurale, un vieux chien fut amené par une famille bouleversée. Le vétérinaire en chef conclut rapidement à une fatigue cardiaque. Il proposa une sédation douce. Mais Lily, en observant l'animal, sentit autre chose. Il respirait lentement. Oui, mais son regard cherchait le sol. Il grattait le flanc gauche avec insistance. « Laissez-moi essayer quelque chose », dit-elle doucement. Elle examina le chien, souleva légèrement une patte arrière et trouva la cause, une piqûre infectée, dissimulée sous le pelage. L'animal n'était pas en fin de vie. Il souffrait simplement. 3 jours plus tard, il marchait à nouveau. Le docteur Harper lui écrivit un message après avoir entendu parler de cette intervention. « Tu n'as pas sauvé un chien, Lily. Tu as prouvé que ce que nous avons vécu n'était pas une exception. » Pendant ce temps, Daniel Brooks et Rex continuaient leur service. Mais quelque chose en Daniel s'était apaisé. Il ne cherchait plus à tout contrôler. Il laissait Rex décider de l'ordre des recherches, du rythme des interventions. Leurs résultats, paradoxalement, étaient meilleurs que jamais. Leurs collègues parlaient de chance. Daniel savait que c'était autre chose. L'équilibre retrouvé entre confiance et instinct. Un soir, après une patrouille longue et silencieuse, il s'arrêta devant la maison des Anderson. Par habitude peut-être. Rex se redressa à l'arrière du véhicule, les oreilles droites, fixant le porche éclairé. À l'intérieur, Lily riait avec sa mère. La fenêtre était entr'ouverte.
Le rire se mêlait à la brise tiède du Texas. Rex poussa un soupir tranquille et reposa sa tête. Il savait. La meute allait bien? Emily Rogers, elle aussi, avançait. Elle terminait sa première année d'études en psychologie, travaillant désormais auprès d'un centre de soutien aux étudiants en difficulté. Son expérience douloureuse devenait un outil pour aider les autres. Parfois, elle accompagnait Lily à des conférences. Elles parlaient ensemble des dangers de la performance, de la peur d'échouer, de cette obsession de faire mieux qui avait failli tout détruire. Leur amitié, reconstruite dans la douleur, devenait un symbole de rédemption possible. Le protocole Mercy fut officiellement adopté dans plusieurs hôpitaux américains, pas comme un dogme, mais comme une ouverture. Dans les services d'urgence, des chiens entraînés à détecter des variations d'odeur corporelle liées à des déséquilibres chimiques participaient désormais à des tests cliniques. Les premiers résultats montraient une amélioration significative dans les diagnostics précoces de certaines crises métaboliques. Les chiffres restaient modestes, mais la symbolique était immense. La médecine acceptait enfin que la connaissance n'avait pas qu'un seul visage. Un soir d'automne, Lily reçut une invitation inattendue. L'hôpital Saint-Mercy organisait une conférence pour célébrer le premier anniversaire de ce qu'ils appelaient désormais le miracle rationnel. Elle accepta. Le jour venu, elle prit la parole sur l'estrade où elle avait failli ne jamais revenir. Dans le public, Daniel, Emily, Grace, le docteur Harper et derrière eux, les 14 chiens, plus âgés, plus calmes, mais toujours aussi fiers. Lily respira profondément avant de parler. Ce que j'ai compris cette nuit-là, c'est que la frontière entre instinct et science n'existe que parce qu'on la trace nous-mêmes. Ces chiens n'ont pas eu besoin de preuves. Ils ont senti que quelque chose n'allait pas et ils ont agi. Ils ne doutaient pas parce que l'amour et la loyauté ne doutent jamais. Un silence respectueux suivit. Elle reprit « On me demande souvent si je crois que c'était un miracle. Je ne crois pas aux miracles. Je crois aux signaux qu'on ignore, aux vérités qu'on étouffe sous les chiffres et à ces moments où la nature elle-même nous rappelle que la vie n'est pas une équation, mais une écoute. » Le docteur Harper dans la salle sentit sa gorge se serrer. Il se revit face à Atlas cette nuit-là, quand tout son savoir s'était effondré devant un regard de chien. Et il sourit profondément en silence. Lorsque la cérémonie se termina, les chiens montèrent un à un sur scène, leur maître derrière eux. Rex s'approcha de Lily, posa son museau contre son bras, puis leva lentement les yeux. Elle sourit. « Je sais, murmura-t-elle. Tu veux que je continue, et je le ferai. » À cet instant précis, sous la lumière dorée du crépuscule, tout sembla suspendu. La fille sauvée, les chiens héroïques, les humains qui avaient enfin compris qu'ils n'étaient pas seuls à savoir ce qu'est la vie. Il y a des histoires qui se terminent quand les lumières s'éteignent. Et puis, il y a celles qui continuent de vivre longtemps après, silencieusement, dans la manière dont on regarde le monde. L'histoire de Lily Anderson et des 14 bergers allemands n'a jamais vraiment eu de fin. Elle est devenue une présence, une question posée à chacun de ceux qui l'ont entendue. À l'hôpital Saint-Mercy, la chambre 320 n'existe plus sous ce numéro. Elle a été rénovée, repeinte, réattribuée. Pourtant, certains infirmiers disent encore que l'atmosphère y est différente, plus calme, plus attentive, comme si quelque chose avait laissé une empreinte invisible. Les nouveaux patients n'en savent de rien, mais ceux qui travaillent là depuis longtemps échangent parfois un regard complice quand un chien de thérapie passe devant la porte et s'arrête une seconde de trop. Personne ne plaisante à ce sujet, personne ne le nie non plus. Le docteur William Harper continue d'enseigner, mais ses cours ont changé. Il parle toujours de protocoles, de statistiques, de médecine fondée sur les preuves. Et puis, à la fin, il pose une question, toujours la même. À quel moment avez-vous déjà su que quelque chose n'allait pas, avant même de pouvoir l'expliquer? Les étudiants restent silencieux, parce que la réponse existe déjà en eux. Elle a toujours existé. Daniel Brooks, lui, a pris sa retraite anticipée 2 ans plus tard. Pas par fatigue, par accomplissement. Il passe désormais ses journées à former de jeunes maîtres chiens, leur apprenant une chose essentielle que l'on ne trouve dans aucun manuel. Parfois, votre chien ne vous obéira pas. Et ce jour-là, votre travail ne sera pas de le corriger, mais de l'écouter. Rex est souvent à ses côtés, le museau grisonnant à son tour, calme, présent. Les recrues disent parfois qu'il observe plus qu'il ne bouge. Daniel sourit. Il sait que Rex n'a plus rien à prouver. Lily Anderson avance, elle aussi. Ses études vétérinaires sont exigeantes, les nuits sont longues. Les doutes reviennent parfois, mais quand cela arrive, elle repense à ce cercle de chiens autour d'elle, à cette certitude absolue qu'elle n'était pas seule. Elle sait maintenant que sa vocation n'est pas seulement de soigner, mais de traduire
traduire ce que les animaux perçoivent et que les humains ont oublié d'écouter. Emily Rogers continue son chemin de reconstruction. Elle parle souvent de responsabilité, jamais de culpabilité. Elle explique à ceux qu'elle accompagne que vouloir aider sans écouter peut devenir une forme de contrôle, et que reconnaître ses limites n'est pas un échec, mais un acte de courage. Elle et Lily ne se voilaient pas tous les jours, mais quand elles se retrouvent, il n'y a plus de non-dit. Seulement une compréhension profonde née d'une erreur qui aurait pu être fatale, mais qui est devenue une leçon de vie. Quant aux 14 chiens, ils n'ont jamais su qu'ils étaient devenus des symboles. Ils n'ont jamais su qu'ils avaient inspiré des protocoles, des conférences, des débats nationaux. Ils ont simplement fait ce que leur nature leur dictait. Protéger, alerter, rester jusqu'au bout. Pour eux, cette nuit-là n'était pas un exploit. C'était un devoir. Et c'est peut-être là que réside la vérité la plus dérangeante de cette histoire. Ces chiens n'étaient pas exceptionnels parce qu'ils ont sauvé une vie. Ils l'étaient parce qu'ils n'ont jamais douté de ce qu'ils ressentaient. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas cherché une validation extérieure. Ils ont agi. Alors maintenant, la question vous revient, à vous qui écoutez cette histoire, à vous qui vivez dans un monde de chiffres, de notifications, de décisions rapides et de certitudes affichées. Quand le moment viendra, et il viendra, quand quelque chose en vous dira que ce que l'on vous demande de faire est peut-être faux, incomplet, dangereux, qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre le protocole parce qu'il rassure? Allez-vous ignorer cette petite voix parce qu'elle n'a pas de diplôme, pas de graphique, pas d'autorité officielle? Ou aurez-vous le courage de rester immobile, comme 14 chiens dans une chambre d'hôpital, et de dire sans mots « non, pas comme ça, pas maintenant ». Parce que parfois, sauver une vie ne demande pas plus de connaissances, juste plus d'écoute. Parfois, la sagesse ne crie pas. Elle attend que quelqu'un accepte enfin de l'entendre. Et si cette histoire vous a marqué, ce n'est pas à cause des chiens. C'est parce qu'au fond de vous, vous saviez déjà qu'ils avaient raison. Merci de l'avoir écouté.